on va se représenter quand tout le monde sera là, mais comme ça, puisque vous le faites sur le chat en direct. Donc moi, c'est Hélène, je suis directrice marketing chez Customs Bridge. Je suis accompagnée de Sylvie Milizaret, qui est experte en réglementation douanière chez Customs Bridge également, et Marc Fabregarus, qui fait partie de la DGDDI. Je vous laisse peut-être dire un petit mot sur vous. Oui. Bonjour à tous, merci. Bonjour à tous, Marc Fabregarus. Donc moi, je suis chef de la mission Action économique et entreprise à la Direction générale des douanes. Bonjour à tous, donc Sylvie Milizaret. Donc comme l'a dit Hélène, je suis responsable du suivi des réglementations douanières et quelques années donc auparavant dans l'international. Voilà. Vous êtes bien accompagnés aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel et fondamental, les 3 piliers de la douane. Il y en a des choses à dire, donc j'espère que vous êtes prêts pour les 45 prochaines minutes. Je vois que ça continue d'arriver. On va patienter encore peut-être 1 ou 2 minutes et puis on commence. Donc peut-être, je vais en profiter pour faire un petit rappel sur les Hockey Days. Donc c'est une première édition pour nous. Ça se passe aujourd'hui et demain. C'est en 100% distanciel, donc full digital. C'est gratuit aussi. On accueille une quinzaine d'experts sur 8 thématiques sur les 2 jours, donc 4 aujourd'hui et 4 demain. Donc pour ceux qui m'ont déjà posé la question, si vous n'êtes pas inscrit à toutes les thématiques, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même assister à tous les webinars depuis votre espace participant. Quand vous cliquez directement sur la thématique, vous pouvez cliquer sur accéder au live et là, vous aurez accès au webinar. Donc, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à suivre l'ensemble des webinars et de toute façon, si vous n'arrivez pas à suivre tout, nous enregistrons tout et vous pourrez accéder au replay directement sur votre espace participant également à l'issue de l'événement. Bon, peut-être qu'on va peut-être commencer pour pas perdre trop de temps. Les gens nous rejoindront au fil de l'eau. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure de la présentation et aussi à la fin du webinar. Mais dans tous les cas, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, vous recevrez le support à la fin de la présentation et on y ajoutera des slides avec les questions, toutes les questions et toutes les réponses. Comme ça, vous aurez tout directement sur la présentation et même pour les questions auxquelles on n'aura pas forcément eu le temps de répondre. Eh bien, bon, on a déjà fait des présentations, mais je rappelle pour les nouveaux arrivants. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Sylvie Milizaret, qui est experte en réglementation douanière Customs Bridge, et Marc Fabregarus, chef de la mission d'action économique et entreprise à la DGDDI. Merci à vous deux d'intervenir dans cette belle présentation. Aujourd'hui, on va parler de 3 grands piliers de la douane. Donc, évidemment, vous les connaissez, l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur en douane. On va essayer de faire une présentation très concrète et surtout opérationnelle avec des exemples. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, vous les posez dans le chat ou bien vous levez la main et on essaie de répondre au fur et à mesure. Voilà, je vous laisse la parole, messieurs, dames. Eh bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, les formalités douanières doivent, et vous le savez, se préparer bien avant. Il faut surtout anticiper un passage en douane. Ce n'est pas au moment de la déclaration que vous posez les questions, quels documents, etc., qu'on va voir dans tous ces slides dessus. Donc, à l'importation comme à l'exportation, il faut s'assurer d'obtenir les bons documents, les justificatifs surtout, demander la réglementation douanière au moment et au lieu du. Donc, pourquoi dédouaner ? Tout importateur ou exportateur de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers à l'Union, se doit d'établir ou faire établir par un RDE une déclaration en douane, attribuant à ces marchandises un régime douanier. On n'est pas forcément obligé de dédouaner tout de suite la marchandise dès qu'elle arrive sur un premier point de vue, mais il faut lui donner un alors, soit de dédouanement, soit d'entrepôt sous douane, soit d'un perfectionnement actif ou passif. Voilà, il y a plein de choses dessus. Alors, depuis fin novembre 2024, la douane met en place un nouvel outil de dédouanement Delta I, je pense que vous en avez entendu parler, qui va venir remplacer les
Delta G et Delta X. Donc, il vous faut aussi surtout acquitter les droits de douane et taxes liés à ces marchandises, tout en présentant les bonnes autorisations et, comme je l'ai dit précédemment, les documents nécessaires. À noter que depuis janvier 2022, la TVA à l'importation est auto-liquidée et reportée sur la déclaration de chiffre d'affaires. Et Marc vous en donnera un petit peu plus en information dans les slides suivantes. Alors, les zones d'achat. Eh bien, il y a 2 zones d'achat, donc dans l'Union européenne et hors Union européenne. Alors, dans l'Union européenne, je pense que c'est Marc que tu prends la parole. Oui, absolument. Merci Sylvie. Dans l'Union européenne, vous avez effectivement pas de déclaration en douane. Alors, il faut s'entendre sur les pays de l'Union européenne. Comme vous le savez, depuis quelques années maintenant, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Donc, faut faire attention de bien se limiter aux 27 pays et 27 États membres au sein desquels le principe est celui d'une libre circulation des marchandises. Donc, il n'y a pas de déclaration en douane. Si vous achetez en Allemagne, le terme importation est souvent utilisé à tort. En tout cas, dans le vocabulaire technique douanier, on parle d'acquisition quand on achète en Allemagne, en Italie, en Grèce. Il s'agit d'une acquisition. Donc, c'est un mouvement de marchandises qui ne fait pas l'objet d'une déclaration douanière. Il n'y a pas de franchissement de frontières. On est bien sur de l'intra-UE, intra-communautaire. Donc, il y a simplement des formalités fiscales. Il s'agit donc, quand on achète ce type de marchandises à un vendeur dans un autre État membre, de donner son numéro de TVA et d'auto-liquider la TVA. Donc, c'est le même principe pour les livraisons, c'est-à-dire les ventes de produits au sein même de l'Union européenne. Vous avez donc le principe d'une libre circulation et de vente hors taxe lorsque vous vendez un produit à un fournisseur ou un client qui est basé dans un autre État membre de l'Union. Je vous l'ai mis, l'ancienne déclaration d'échange de biens a été remplacée par ce qu'on appelle l'EMEBI. On a fait un gros webinaire dessus au mois de décembre de l'année dernière qui est toujours disponible. Donc, certaines entreprises sont sélectionnées par un courrier, doivent y répondre. C'est une enquête statistique. Donc après, vous avez cette enquête qui reprend grosso modo ce qui était prévu dans la déclaration d'échange de biens. Je rappelle donc qu'il s'agit d'éléments statistiques pour les MEBI. Il y a une déclaration fiscale également. Donc, tout ce qui concerne l'intra-UE ne fait pas l'objet de déclaration en douane. Voilà, c'est peut-être le message qu'on va passer. Je précise en dernier point que tout ce qu'on dit là, il s'agit bien du cas en général d'entreprise immatriculée avec un numéro de TVA. Donc, c'est dans ce cas-là. Pour tout ce qui concerne les particuliers, c'est-à-dire le e-commerce, c'est un autre cadre. Et ça, on pourra en parler autrement. Les ventes à distance, c'est également un autre cadre, mais c'est du fiscal. Donc, ça, on peut en parler dans des questions dédiées. Alors, par expérience, Marc, si je peux me permettre aussi, donc dans les années précédentes, je prenais aussi également dans ce cadre-là toujours la précaution d'avoir la facture pro forma qui stipule quand même l'origine de la marchandise pour au moins m'assurer, parce que bon, c'est moi qui importe, je suis quand même un peu responsable et par précaution, l'origine me permettait aussi d'aller un petit peu plus loin, même si j'achetais un importateur dans l'UE, d'être sûr qu'il a bien acquitté ses droits et taxes ou d'être sûr de la conception du produit et du pays d'origine. J'essaie d'avoir des preuves complémentaires en cas de contrôle. Alors, je ne sais pas si tu valides, mais voilà, dans l'entreprise où j'étais, on prenait cette précaution-là aussi, bien qu'il n'y ait pas de frontière là, mais la facture avec le pays d'origine permet aussi d'avoir une vigilance de sécurité. Absolument, Sylvie. Alors, donc là, maintenant, on a les achats hors UE. Donc, les achats hors UE, c'est là où on va parler justement des 3 piliers, espèce, origine, valeur.
Donc, c'est une application de la réglementation à l'import, donc classement, origine, valeur. C'est aussi faire attention aux accords commerciaux de l'UE avec les autres pays du monde, parce que bien là, il faut les suivre. Il y a quand même pas mal d'avantages. Et c'est aussi de regarder s'il y a des accords spécifiques avec certains groupes de pays. C'est aussi, et bien souvent, c'est le cas le plus utilisé à ma connaissance, c'est le SPG, donc le système des préférences généralisées. Et tout cela pour appliquer les bons taux de droits de douane, les droits anti-dumping, les licences, les quotas, tout ce qui va derrière cette réglementation. En sachant que par rapport à chacun des accords qu'on se cible dans l'accord, dans un accord avec un pays et l'Union européenne, ou qu'on est dans un accord du SPG, vous le verrez dans les slides suivantes, ça demande une lecture, une précaution, puisque vous retrouverez des règles ou des documents différents au moment du dédouanement. Donc, les 3 piliers de la douane, espèce, origine, valeur. Donc, c'est quoi? Alors, l'espèce tarifaire, c'est la dénomination qui est attribuée à la marchandise importée. Donc, selon le tarif des douanes, c'est un classement, c'est un numéro selon une nomenclature. Et une nomenclature, je dirais, plus on avancera dans cette nomenclature, entre la position, la sous-position, et bien plus on aura du détail sur le produit. Sous un angle douanier, donc c'est ce que je disais précédemment, elle est répertoriée selon un numéro de classement, donc avec aussi le système harmonisé et qui est reconnu au niveau international, c'est-à-dire que le système harmonisé va vous donner les 6 premiers chiffres de la nomenclature douanière et ça, c'est reconnu au niveau international. Le classement de la marchandise conditionne donc entre autres l'application au passage de frontières pour justement les droits de douane, les taxes parafiscales, fiscales, les mesures de contrôle, les dispositions réglementaires, également pour les statistiques. Voilà, donc tout ça, cette nomenclature douanière, vous le verrez, elle est très importante parce qu'une erreur peut être lourde de conséquences si déjà d'entrée de jeu sur la nomenclature douanière, on se trompe. Alors, par exemple, on vous a mis des exemples et on vous en a mis pas mal que vous retrouvez à la fin du webinaire parce que malheureusement, en 1 heure, on ne pourra pas étayer tout ça. Et pour vous montrer un petit peu l'importance, là, vous voyez, j'ai 2 Pères Noël. Donc, un Père Noël qui est lumineux, le deuxième également, et on voit bien que c'est 2 nomenclatures différentes. Et l'impact là, c'est qu'on a 2 taux de droit de douane, un à 4,7%, donc le taux de droit plein, c'est-à-dire le TEC, et l'autre à 2,70%. Alors, pourquoi on se dit, pourtant c'est de la déco de Noël, oui, mais là, vous voyez, si le premier j'éteins les petites lumières, je ne verrai plus mon petit Père Noël. Par contre, le deuxième, si j'éteins les lumières, eh bien l'apparence restera encore du Père Noël, c'est-à-dire que je serai toujours dans les articles de Noël. Je verrai encore mon Père Noël. Voilà. Donc, le premier va être considéré comme un article lumineux et le deuxième, non. Pour compléter ce que tu dis, Sylvie, effectivement, c'est le fondement du commerce international, c'est le classement de la marchandise. Donc, ce que tu as dit, effectivement, les 6 premiers chiffres du classement, classement tarifaire, c'est en 10 chiffres. Les 6 premiers chiffres sont communs à l'ensemble des douanes. C'est l'Organisation mondiale des douanes qui l'organise. Au niveau UE, on est bien sur 8 chiffres et au niveau France sur les 2 derniers. Donc c'est important par rapport à ce que tu disais, ce qui est important aussi de préciser, c'est que la dénomination commerciale d'une marchandise ne permet pas souvent d'indiquer son classement tarifaire. On peut prendre l'exemple d'un ordinateur portable qui est classé au 84 71 30 00 et qui est libellé machine automatique dans le classement tarifaire, dans le tarif des douanes, machine automatique de traitement de l'information portative d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant une unité centrale de traitement, un clavier et un écran. Vous voyez, c'est pas évident.
On n'est pas exactement sur quelque chose de commercial. Donc, il faut pas se faire piéger. On a tous pu avoir la tentation de faire une recherche Google en disant HS code par exemple d'un ordinateur. Donc, et on peut tomber à côté. Donc, il y a des incidences. On en parlera après. Sylvie a parlé du TEC, du tarif extérieur commun, c'est-à-dire au tarif appliqué à une marchandise dont l'origine n'est pas, on va dire, préférentielle. Mais il peut y avoir des tas d'autres incidences qui seront déroulées dans cette présentation en termes de réglementation, par exemple. Ça, on pourra en parler. On accompagne beaucoup de projets avec Nathan où il y a une incidence d'un mauvais classement tarifaire sur la non prise en compte d'une réglementation qui s'applique aux produits. Donc ça fait partie des conséquences, hormis les conséquences financières. Mais on pourra en parler après de l'importance de bien connaître le tarif, en tout cas le classement de sa marchandise. Oui, et c'est pour ça, je rajouterais donc par expérience que l'utilisation aussi du produit est importante. Il ne faut pas se baser seulement sur une photo. Il faut vraiment avoir la dénomination, l'utilisation, parce que c'est trompeur. Et moi, j'ai eu le cas, comme tu as donné un exemple tout à l'heure, avec un tire-bouchon et un porte-bouteille. Donc la photo, eh bien, je pensais que c'était par exemple un tire-bouchon. Elle était bien dessinée, etc. Et puis tout compte fait, c'était un porte-bouteille. Donc effectivement, l'utilisation est importante parce que tout en découle après sur la suite avec l'origine, etc. Donc là, le petit chausson, on vous l'a mis aussi. Ça a été une expérience parce que vous vous dites c'est une même pantoufle. On a des dessus textiles en dessous, on a du caoutchouc et de l'autre côté la semaine textile. Non, ça se fait pas comme ça. Il faut vraiment bien aller à fond dans la recherche. Et là, justement, avec bien regarder si c'est le textile qui touche le sol, etc. Et là, je vous conseille, dans des cas comme celui-ci, parce qu'on voit quand même 4% de droits de douane et 16,9%, souvent de faire des demandes de RTC pour vous assurer, donc Marc en parlera tout à l'heure, ce qu'est un RTC, et même de demander, et ça a été notre cas, la vidéo de la conception du produit auprès de votre fournisseur pour bien montrer que, par exemple, dans le premier cas, le textile était bien moulé au caoutchouc et effectivement était bien la première matière qui touchait le sol et qui restait bien dans à l'usure dans le temps. Donc, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin sur toutes ces explications. Comme le disait aussi, attention aux faux amis, c'est ce que Marc a voulu soutenir tout à l'heure, parce que on pense chercher une endive et puis vous trouverez jamais le mot endive, ça sera Wittloff. Le lisseur, c'est un petit peu comme l'ordinateur, ça ira dans les appareils électrothermiques pour la coiffure. L'assiette, vous n'aurez pas la dénomination assiette, ça serait trop simple, et il va falloir vous diriger vers article pour le service de la table. Voilà, ça c'est un petit peu pour étayer ce que disait Marc tout à l'heure, que je remercie. On passe à la suivante. Alors, là, je pense que c'est Marc qui reprend ça. Alors oui, sur cette partie, donc en complément, on a évidemment plusieurs outils. Il y a les outils d'administration, il y en a d'autres qui permettent de trouver ce fameux tarif des douanes où on a des milliers de nomenclatures qui sont mises à jour tous les ans. Donc il y en a des nouvelles qui sont créées. Donc cet outil pour ce qui concerne les services sur douane.gouv, donc le site de la douane française, s'appelle le moteur RITA. Dans RITA, on peut faire des recherches par nomenclature. Donc on peut aller vérifier, en tout cas essayer de trouver le produit selon sa nomenclature dans un arbre des nomenclatures qui permet de dérouler à partir des chapitres des douanes qui permettent de dérouler jusqu'à trouver son produit. C'est un travail qui est peut-être pas évident à faire quand on est néophyte, parce que avec tous les pièges dont Sylvie a parlé avant, c'est vrai que trouver un classement tarifaire, ça ne peut être réalisé sans être appuyé par un spécialiste. Donc c'est quelque chose sur lequel on est aidé soit par des sources autres, soit par un RDE, parce que le RDE peut si les représentants en douane enregistrés, il peut aussi aider au classement. C'est lui qui fait les déclarations en douane. Donc là-dessus, on a différentes façons de procéder.
on a ce moteur de recherche, on va dire, officiel sur le site des douanes, et puis on peut en utiliser d'autres. On a après ce qu'on appelle, nous, en termes de sécurisation, on a créé, et c'est créé au niveau UE, un renseignement tarifaire contraignant qui permet de demander à la douane, à travers une analyse de son produit, à travers ses process de fabrication, l'envoi de photographies, on peut demander à la douane de classer officiellement son produit. Il faut savoir que ce classement est gratuit, est opposable à l'administration, c'est-à-dire si mon produit est classé par l'administration à une nomenclature, je dois l'indiquer dans ma déclaration en douane que j'ai un RTC pour ce produit. Donc ça veut dire que ce classement est officiellement accepté par la douane, mais il est obligatoirement utilisé par une entreprise qui le sollicite. Donc nous, on appelle ça des outils de sécurisation dans la mesure où un mauvais classement, il peut ne pas engendrer de contrôle au moment du dédouanement, mais ça peut faire l'objet d'enquêtes post-dédouanement. C'est ce qu'on dit régulièrement aux entreprises. Faites attention, un mauvais classement tarifaire, c'est pas forcément bloquant, mais ça peut faire l'objet de contrôles a posteriori, surtout s'il y a des droits de douane. Donc faites attention à bien classer vos produits. Et vous avez donc une base EBTI, qui est une base UE, dans laquelle vous retrouvez l'ensemble des classements tarifaires délivrés par les douanes de l'Union européenne. Donc c'est bien pratique pour faire des recherches de ce qui a été classé, ce qui peut ressembler à vos produits, ce qui a été classé par d'autres douanes dans l'Union européenne. Donc je précise également que depuis la rentrée de l'année dernière, donc 2024, les demandes de RTC sont faites sur EBTI. Merci Marc. Alors on va passer donc au deuxième pilier de la douane qui est l'origine. Donc, l'origine, c'est la carte d'identité douanière des marchandises. Donc, quand une marchandise, on lui donne son pays d'origine, eh bien, le pays d'origine restera tout le temps, jusqu'à la fin de vie du produit. Alors, c'est d'où vient ma marchandise? Ce sont les questions qu'on doit se poser. Où est fabriquée ma marchandise? Est-ce que j'ai plusieurs pays qui interviennent dans la fabrication de mon produit? Et puis, quels sont les avantages, notamment par rapport au pays d'origine, si je me reporte à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire dans les accords pays. Et quelle origine dois-je faire figurer sur ma déclaration? Donc, les règles d'origine ne sont pas internationales, on parle bien là des règles d'origine à l'importation dans l'Union européenne. Donc, tous ces éléments-là, eh bien, il va falloir vous poser les questions, aller regarder dans chaque règlement, parce que l'origine que vous allez poser sur la déclaration, c'est bien l'origine de votre produit au moment où il a été fabriqué. On va dire ça dans un premier temps. Donc, il ne faut surtout pas confondre l'origine et la provenance. On parle bien de l'origine, c'est le lien géographique et économique qui unit la marchandise à un pays ou un groupe de pays dans lequel elle a été produite ou fabriquée. La provenance, eh bien là, c'est le dernier pays à partir duquel les marchandises ont été expédiées avant leur introduction sur le territoire de l'UE, mais qui n'est pas nécessairement le pays d'origine pour la douane. Alors, un petit exemple pour pouvoir l'enrichir. Je fais, par exemple, un pantalon au Bangladesh. J'ai une très grosse transformation qui est faite. J'ai la naissance du pantalon à partir de tissu. Et puis, malheureusement, mon fournisseur ne peut pas mettre les fermetures éclairs. Donc, je les envoie, je dis n'importe quoi, au Vietnam et je fais expédier ma marchandise du Vietnam vers l'UE. Eh bien là, attention, on ne va pas mettre Vietnam en pays d'origine. Alors, l'origine non préférentielle, c'est ce que disait Marc tout à l'heure, c'est-à-dire de droit commun. Les règles de détermination, eh bien, elles s'appuient sur la notion de marchandise entièrement obtenue ou de dernier pays de transformation substantielle économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et qui a abouti à la fabrication d'un nouveau produit correspondant à un stade de fabrication importante.
Donc voilà, il faut bien s'assurer qu'il y a bien l'entreprise qui existe, que j'en sors mon fameux pantalon. Il y a toutes ces règles-là qu'il faudra aller voir et on va vous donner les endroits où pouvoir s'assurer de cette conception de produit. Je te laisse. Ouais, merci Sylvie. Effectivement, donc c'est cette notion d'origine. Alors c'est toujours compliqué parce qu'on parle, on dit il y a deux origines. Alors en réalité, quand tu l'as dit Sylvie, l'origine préférentielle, il y a toujours une origine d'un produit. C'est l'origine de droit commun. C'est celle qui est fixée dans le code des douanes de l'Union. Donc c'est la règle que tu as énoncée. C'est la dernière transformation substantielle économiquement justifiée, etc., etc. Donc pour prendre un exemple, ces règles d'origine non préférentielles qu'on appelle en tout cas le passeport de la marchandise, c'est bien celles qui fondent le Made in France. Quand on a un produit Made in France, comment on le caractérise, comment est-ce qu'on sait que le produit est Made in France au sens douanier? Eh ben, on s'appuie sur ces règles d'origine non préférentielles pour déterminer si son produit a une origine France, Made in France, si une origine non préférentielle Made in UE et donc dernier pays de transformation en France, y compris si on a des matières qui sont incorporées, qui viennent de pays hors de l'UE. Donc ça fait l'objet d'une étude sur en tout cas les étapes de transformation de son produit. On sait bien qu'hormis les produits issus de l'agriculture par exemple, qui viennent de la terre, on a peu de produits qui sont entièrement fabriqués dans un seul pays. Dans le commerce international et les chaînes de valeur sont éclatées. On a évidemment l'intervention de plusieurs pays. Donc c'est à la fois simple de comprendre intellectuellement quand on achète un produit en Allemagne. Si on sait qu'on achète une télé Samsung, on sait bien évidemment que c'est pas un produit allemand. Mais c'est compliqué à déterminer. Donc c'est aussi un travail sur lequel on doit se pencher parce que l'espèce tarifaire plus l'origine égale, en tout cas, une taxation. Et ça, on le verra après. Pour ce qui concerne, cette fois-ci, l'origine préférentielle. Alors, on a dit qu'un produit a toujours une origine non préférentielle. L'origine préférentielle, c'est un autre cadre juridique, c'est le cadre des accords commerciaux. Donc ça, on en entend parler beaucoup dans l'actualité, des accords commerciaux. Si on prend les plus célèbres, ceux dont on a parlé récemment, le CETA par exemple, l'accord commercial qui lie l'Union européenne et le Canada, on a des règles qui sont reprises dans ces accords qui peuvent être les mêmes que les règles d'origine préférentielle, mais pas toujours. Donc ce que ça permet, ces règles d'origine préférentielle, ça permet de dire qu'un pays à l'origine du pays qui a signé l'accord. Par exemple, si j'achète au Canada et que mon produit a l'origine préférentielle canadienne, on aura un effet direct à l'entrée dans l'Union européenne, c'est que le produit ne sera pas taxé. Il y aura 0% de droit de douane. Donc c'est important d'avoir ces notions en tête, de savoir avec qui dans quel pays on achète. Est-ce que le produit qu'on achète peut avoir une origine préférentielle? Si c'est le cas, et on verra ensuite comment est-ce qu'on le détermine. Si c'est le cas, on a un impact direct au moment où son produit est importé, c'est qu'on ne paye pas de droits de douane. J'ai juste une petite question qui est intéressante et je pense qu'il va intéresser beaucoup de monde dans le webinaire de Denis qui demande comment s'assurer que les règles d'origine non préférentielle UE que nous suivons seront aussi acceptées et ou interprétées de la même manière partout dans le monde. Les pays Alors la question est bonne. Sylvie, si je peux me permettre, c'est bien les règles de l'UE. C'est bien les règles de l'UE, c'est-à-dire un Made in France qui est reconnu sur un produit sera pas reconnu, par exemple, s'il est exporté aux États-Unis. Ils ont bien leur propre code des douanes. Donc chaque zone a son code des douanes. Donc on a dit nous qu'on a notre code des douanes des 27 États membres. Il y a un code des douanes, par exemple, au Royaume-Uni maintenant. Voilà. Donc voilà. Après, il y a un accord de partenariat avec le Royaume-Uni également. Donc effectivement, le travail, en tout cas, de détermination de l'origine en France, il est à refaire si on exporte une marchandise. Je sais pas moi, en Corée du Sud, il y aura à nouveau une lecture et là cette fois-ci dans le cadre de l'accord UE-Corée. Ou si on exporte par exemple, je sais pas, dans le pays qui a pas signé l'accord, je veux dire aux États-Unis. Eh ben, il y aura, ce sera leur propre réglementation qui s'appliquera à l'importation au moment de l'importation des produits exportés de France.
Voilà. Sylvie, Non, mais il n'y a pas de problème. On peut dire que c'est une vraie gymnastique quand même. Hein. Donc, oui, c'est vrai que quand on regarde tout ça, on se dit oh là là. Donc, on va vous donner un petit peu où regarder tout cela. Mais je fais aussi simple. Je me dis toujours, je vais aller voir mon pays d'origine. Et quand j'ai trouvé ma règle et que je suis sûre que c'est bien le bon pays, et bien ensuite, je fais ma deuxième partie. Je me dis, est-ce que là, effectivement, je peux avoir une préférence? Et c'est là que je vais aller voir si ce pays-là peut bénéficier d'une préférence et dans quel accord je me situe. Et là, comme le disait Marc, à nouveau, je refais ma gymnastique de bien regarder si la possibilité d'obtenir cette préférence me permet dans l'accord, puisque vous retrouvez à chaque fois les règles d'origine dans l'accord concerné, correspond bien à ma fabrication de produits. Voilà, donc ça, c'était ma petite gymnastique que je faisais et que je fais encore quand on me demande la recherche d'une étude produit. Alors, l'origine non préférentielle, où trouver? Vous avez l'article 60 du Code des douanes de l'Union. Donc, c'est l'annexe 2201. Donc, c'est un peu plus simple, je dirais, parce que là, on n'en a qu'une. C'est l'annexe 2201 du Code des douanes qui va déterminer les règles à suivre. Donc, elles doivent être lues conjointement, bien sûr, avec les notes introductives qui décrivent la manière d'appliquer ces fameuses règles de l'annexe 2201 et qui vous éclaireront sur justement comment utiliser cette annexe. Alors, vous avez une règle, donc des règles de l'IX. Si la règle de liste qui figure dans l'annexe 2201, donc le tableau, elle n'est pas respectée dans le dernier pays de production, le pays est déterminé par l'application des règles résiduelles que vous retrouvez au début de chaque chapitre. Donc, je vous invite à aller voir cette annexe. Vous allez voir, il y a des règles résiduelles, il y a un petit tableau, il y a des règles de liste devant chaque nomenclature. Alors, quelquefois, il y a des petites apartés. Des fois, ça concerne tout un chapitre et il faut absolument les regarder et revenir sur cette conception produit. Alors, si votre produit ne figure pas, quand je dis il n'y a qu'un seul tableau, oui, l'annexe 2201 dans le Code des douanes, mais parfois, vous ne retrouvez pas donc cette règle attachée à la nomenclature douanière. Donc, dans ces cas-là, vous avez un autre tableau qui figure sur le site Europa et qui vous donne aussi des nomenclatures, alors complémentaires, et qui vous détermine justement la conception de votre produit pour vous certifier qu'elle est bien originaire de ce pays-là et respecter, comme le disait Marc tout à l'heure, le Made in et tout ce qui va étayer après. Parce qu'il n'y a pas que le taux de droit douane, vous allez voir qu'il y a d'autres choses, comme le droit anti-dumping et pas mal d'autres mesures de sauvegarde qui peuvent impacter les choses. Alors, un petit exemple vite fait. Donc là, on peut avoir une origine non préférentielle. Donc, quand il y a la production d'un produit fait au même endroit. Donc là, ma pomme, elle est cultivée en France. Donc, on a une entière obtention. Donc là, j'aurai pas de souci, c'est plus simple. Je vais me référer à l'article 31 du Code des douanes, paragraphe 1, qui va m'expliquer quels sont, et Marc, tu l'avais listé un petit peu tout à l'heure, tout ce qui est produits agricoles, etc., tout ce qui vient de la terre. Voilà, ça pousse, c'est le même endroit et il y a moins de soucis. Ensuite, on a... et c'est souvent le cas, et c'est là que ça se complique, on a l'intervention de plusieurs pays dans la production d'un produit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir du tissu qui vient d'un pays et je fais fabriquer un pantalon à un autre pays. Je peux avoir du fil, mais seulement je tisse mon produit à un autre endroit. Alors, rassurez-vous, avec Hélène et Marc, on vous a mis plein d'exemples sur du textile, sur des appareils électroniques, etc., que vous aurez à la fin qu'on ne peut pas justement voir ensemble dans cette présentation. Donc là, les marchandises, dans l'article 60, dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires, sont considérées comme originaires de celui ou celles qui ont subi leur dernière transformation ou ouvrière substantielle, économiquement justifiée, toujours la même règle, effectuée dans une même entreprise équipée à cet effet et qui a abouti à un nouveau produit. Alors, vous consultez donc l'annexe 2201. Vous tenez compte aussi, parce que attention, il y a des exclusions, il y a des petites transformations, des ouvraisons qui ne sont pas prises en compte, comme l'exemple de mon pantalon tout à l'heure où je vais mettre les fermetures éclairs dans un autre pays, c'est une petite ouvraison qui ne peut pas être prise en compte. Donc là, c'est l'article 34 qui vous déterminera.
Donc, la transformation, livraison effectuée dans un autre pays ou territoire destiné à éviter l'application de certaines mesures tarifaires. Donc là, c'est là qu'on peut dire que l'opération n'est pas considérée comme économiquement justifiée. Quoi d'autre encore? Donc, vous référez surtout aux règles que vous retrouvez dans l'article 33 de l'acte délégué du Code des douanes de l'UE. Alors, je regarde, je pense d'autres trucs, mais non, c'est devrait être bon. Je pense qu'on a peut-être juste avant de passer à l'origine préférentielle avec Marc, on a 2 questions dans le chat. Donc, une question de Sandrine qui demande comment définir l'origine des produits qui sont remanufacturés en France. Cette opération est-elle suffisante pour lui conférer un Made in France? Alors ça, oui. Ça dépend effectivement de plusieurs choses. Déjà, ça dépend du code du HS code du produit fini, de la valeur ajoutée en France, et puis des règles de transformation qui sont reprises, dont on s'y vient parler dans l'annexe 2201. Donc nous là-dessus, on a un service qui s'appelle le service d'origine et du Made in France, qui est compétente au niveau national pour aider les entreprises à déterminer l'origine. Donc c'est ce service-là qui peut aider en dernier ressort. On verra après qui accompagne. Mais si le cas est complexe, il faut effectivement décortiquer le processus de fabrication d'une marchandise pour déterminer à quel moment on a une transformation et d'où viennent surtout les pièces qui ont été utilisées pour la fabrication. C'est pas une réponse simple, c'est une réponse qui répond à la fois du HS code final qui permet de déterminer la règle de liste et puis aussi des étapes de fabrication et de l'origine des différentes matières mises en œuvre. Et en cas de doute, je pense qu'on en parle, il me semble, dans une slide un peu plus loin, n'hésitez pas non plus à faire des demandes de RCO où justement vous aurez toutes ces questions et réponses pour pouvoir avoir une validation de la douane sur l'origine de votre produit. Ouais, alors effectivement, tu fais bien de le dire, on y vient après, mais tout ça peut paraître assez abstrait. Tu as évoqué le cas des droits anti-dumping. Là, on est vraiment dans quelque chose de très concret pour le coup. Le droit anti-dumping, c'est des droits additionnels qui peuvent s'élever à, je me tourne vers Nathan, mais à 60% même. 60%, donc ce qui est conséquent. Donc se tromper sur l'origine parce qu'on a un produit qui navigue entre la Chine, Taïwan ou la Chine, la Thaïlande. Là, on sait qu'on est dans des zones compliquées où la détermination de l'origine est majeure au moment du dédouanement. Oui, et puis on peut avoir aussi des histoires de contournement où on n'a pas justement vu que ce pays-là ne donnait pas de droit anti-dumping. Et là, ça peut être aussi lourd de conséquences. Exactement. On a une deuxième question de Patricia avant de continuer qui demande s'il y a un accord avec l'Union européenne et le pays du lieu de la fabrication, mais que le fabricant est subventionné par un autre pays, y aura-t-il une sanction douanière à l'entrée de l'Union européenne, exemple Égypte versus Chine? Là, je crois que je vais te laisser répondre, Marc, à ce niveau-là. Faut que je regarde la question attentivement. Je suis pas. Oui, non, je pense qu'on va peut-être la prendre et puis. Question sous étude. Merci. Oui, je pense aussi. On y répondra dans le support, oui. Patricia. Oui. Et on vous fera un retour par mail. Eh bien, continuons sur l'origine préférentielle avec Marc, du coup. Alors, l'origine préférentielle, c'est effectivement quelque chose qui favorise le commerce entre deux zones. Alors, nous, on est une zone unique à l'Union européenne. Qu'on soit en France, en Allemagne, on est bien la zone UE. Et donc, l'Union européenne a conclu beaucoup d'accords avec des pays avec lesquels le commerce est favorisé, ce qui signifie qu'un produit originaire au sens de l'accord, quand il est vendu, si mon produit est originaire de l'UE et que je le vends de France, au Canada, en Corée, au Japon ou dans des pays du Maghreb, il sera considéré comme originaire de l'UE. Il payera soit pas de droits de douane à l'arrivée, soit des droits de douane réduits. Donc c'est vraiment dans cette logique de créer des zones de commerce bilatérales ou multilatérales quand on parle
du Pan-Euromed qui permettent de favoriser les produits qui ont l'origine de la zone de l'accord dans laquelle le produit est fabriqué. Donc les règles d'origine préférentielles sont déterminées dans les accords de libre-échange. Donc ces accords-là, ils sont sur notre page douane.gouv, il y en a beaucoup. C'est un peu le même principe que ce qu'a Sylvia décrit sur les règles de l'annexe 22.01, c'est-à-dire c'est des règles qui s'appliquent par HS6 en général ou par code à 4 chiffres qui permettent de déterminer à quel moment un produit est considéré comme originaire d'une des parties. Donc, à partir d'une transformation, un changement de code tarifaire, une valeur ajoutée de plus de X% du produit. Et puis, il y a toujours, comme dans les règles d'origine non préférentielle, il y a toujours des transformations qui ne permettent pas de conférer l'origine du produit. Si j'ai par exemple un produit chinois et que simplement il est lavé en France, repackagé et qu'il est vendu, il ne prendra pas l'origine préférentielle UE. Voilà, c'est des choses à déterminer avant de savoir si on peut effectivement dire que son produit a l'origine préférentielle. On va parler après des preuves d'origine. La plus connue et la plus historique, c'est le UR1 qui permet de dire mon produit a bien l'origine préférentielle Union européenne ou d'un pays qui les émet. Ça n'est qu'une preuve. Qui, en tout cas, qui indique, mais qui ne certifie pas que le produit a bien cette origine. On nous a mis une carte de tous les accords. C'est une carte encore une fois de UE, des accords entre l'Union européenne et certains pays. Alors vous voyez en rouge, c'est il y a beaucoup de zones avec lesquelles l'Union européenne a signé des accords. Alors je vois tout en bas à droite, la Nouvelle-Zélande a un nouvel accord de libre-échange. Alors on peut dire que c'est confidentiel parce que ça concerne assez peu d'exportateurs. Quoique le sujet, il y a des sujets, on va dire agroalimentaires qui sont concernés. On en a beaucoup d'autres qui existent en Amérique du Sud. On en a évidemment en Afrique, au Maghreb. On a des accords avec un bon nombre de pays. Donc, vous avez une liste des accords préférentiels qui vous permettent de savoir si l'Union européenne a signé un accord, si c'est un accord dit du SPG qui est unilatéral, donc à l'importation dans l'Union européenne qui permet de pas payer de droits de douane sur ces produits, ou si c'est un accord bilatéral, ce qui est le cas dans beaucoup de cas. Donc, comme pour l'origine, on est un peu sur le même principe. On sur le principe d'une transformation suffisante. Donc, un produit prend l'origine préférentielle et c'est ce qui est repris dans l'accord quand il y a des ouvraisons qui ont été effectuées. Qu'il peut y avoir un changement de position tarifaire. Donc, tout ça est bien repris dans l'accord avec toujours ces règles de transport direct, en tout cas d'entreprises équipées à cet effet. Vous avez toutes ces règles qui sont reprises en tête de l'accord et qui permettent de déterminer si oui ou non le produit est originaire. Je voulais moi simplement attirer l'attention sur un outil de l'Union européenne qui est très intéressant, qui s'appelle ROSA, qui permet donc ça c'est repris dans l'arborescence qu'on vous a mise. ROSA permet vraiment de déterminer par étape, d'avoir une indication assez intéressante de l'origine de son produit. Donc c'est quelque chose qu'on vous laissera sur le support, que vous pouvez aller voir, qui peut être méconnu, mais qui permet vraiment d'avoir cette lecture par produit et déterminer quelle origine s'applique à son produit. Donc là, dans l'exemple, on voit l'impact d'une origine préférentielle. On a pris l'accord de commerce UE-UK. Donc là, il s'agit d'un produit classé au 0, donc c'est un produit alimentaire 0401-2011. On voit qu'il y a un taux de droit de douane de 15 livres
pour 100 kilos qui s'applique à l'entrée au Royaume-Uni si c'est pas UE, et si c'est UE, c'est 0%. Donc, c'est ça l'impact qu'on peut voir, MFN, Most Favored Nation. Donc, c'est tout le reste des autres pays, et puis ceux avec qui le Royaume-Uni a signé un accord de commerce, comme l'Union européenne, ont 0%. Voilà, donc si je suis bien, Marc, ton conseil, dès que j'ai une préférence, je me dois d'aller voir l'accord, parce que la règle d'un accord pays n'est pas la même par rapport à la règle d'un autre accord pays. Donc, exactement. Je dois dupliquer ma première recherche, et je me dois d'aller voir systématiquement si il n'y a pas eu des évolutions, puisqu'on en a également parfois, et si ça reste bien par rapport à la fabrication de mon produit. Merci. Donc, les précautions à prendre, eh bien, certaines opérations, je pense qu'on l'a assez répété, sont considérées comme des ouvraisons, par exemple sur un produit textile, ou des transformations insuffisantes pour donner son caractère. Et effectivement, là aussi, les manipulations, lavage, lissage, dépoussiérage, repassage. Il y a des opérations minimes, je pense qu'on l'a assez évoqué, qui doivent être prises en compte et qui ne détermineront pas l'origine de votre produit. Donc, toujours vous référer aux règles des listes et aux accords. Je pense que Marc a bien appuyé là-dessus. Alors, est-ce que j'aurai des sanctions, Marc, si je me trompe? Attention, sanction peut avoir d'autres conséquences. On a parlé des droits anti-dumping, évidemment. Et puis les sanctions, bah oui, si on a en général une fausse déclaration à l'importation, une fausse déclaration d'origine. On a vu l'exemple tout à l'heure avec des droits de douane sur on va dire l'origine de droit commun. Et pas de droit de douane si on a une origine préférentielle, je sais pas moi, Canada. Bah, la sanction, c'est que souvent ça élude des droits de douane en indiquant une origine qui est pas la bonne. Donc c'est la sanction, c'est que ça fait une fausse déclaration d'origine entraînant une minoration de valeur, et la sanction est celle du redressement des droits qui sont dus, et puis une pénalité. Alors, je remercie Hélène avec sa petite présentation du monsieur avec son petit marteau. J'espère qu'on n'en est pas là. Donc, effectivement, la douane n'a pas que cette mission non plus de contrôle, et elle est bien là aussi pour nous aider, accompagner, pour nous faire simplifier, sécuriser. Voilà, il faut pas. On a l'image avec le petit marteau. Il y a le contrôle, mais derrière, bien aussi, on a un bon accompagnement et des bonnes personnes aussi derrière pour venir nous étudier, venir en aide avant qu'il y ait des conséquences et avoir un petit coup de marteau tel que la photo qu'Hélène nous a mis sur ce webinaire. Merci Marc. Alors la valeur en douane. Donc la valeur en douane, eh bien c'est le troisième pilier. Donc elle est avec l'espèce tarifaire et l'origine des marchandises, l'un des trois éléments clés permettant le calcul des droits à l'importation. Donc, sa détermination reprise sous l'appellation évaluation en douane, elle permet d'établir la valeur économique réelle des marchandises importées. C'est pas parce qu'on a une facture avec un prix à 100 €, je dis par exemple, qu'on pense qu'on a terminé. Vous le verrez dans les slides également suivantes. Elle répond donc aussi à des règles précises et harmonisées au sein de l'UE, permettant donc de calculer non seulement l'assiette des droits de douane, mais aussi derrière celle de la TVA et de la plupart des autres droits, et on l'a évoqué tout à l'heure, comme les droits anti-dumping ou autres taxes dues en raison de l'importation. Donc, la valeur en douane, eh bien, elle se calcule au premier point de l'UE, donc dès qu'elle arrive sur le premier point de l'UE, donc c'est la valeur CAF. De là, vous allez voir qu'il y a des choses qu'on ajoute, on enlève, etc. Mais vous avez votre facture, c'est au premier point de l'UE qu'il faut prendre cette valeur. Donc, dedans, eh bien, on y ajoute l'assurance transport. Donc, à l'importation, donc valeur à l'entrée de l'UE, l'assiette de TVA s'arrête, elle, par contre, au point de livraison défini par l'acheteur. Et à l'export, la valeur, elle se fait à la sortie du territoire français. Et donc là, pas de TVA puisque les ventes sont réalisées en hors taxe. Donc, pour déterminer cette valeur en douane, eh bien, on ajoute au prix à payer, c'est-à-dire j'ai ma facture qu'on appelle valeur transactionnelle. Dedans, j'y ajoute les frais de transport et d'assurance et d'autres frais éventuellement, à condition bien sûr
que ceux-ci ne sont pas inclus dans cette facture. Je m'explique, par exemple, l'incoterm d'achat a une grande importance. Alors, incoterm d'achat suivi du lieu, parce que là aussi, durant ma carrière, j'ai eu toutes sortes d'exemples. Un incoterm tout seul, sans lieu, vous ne donnera rien, parce qu'on ne sait pas qui paie le transport et de où à où. Donc, tout ça est à prendre en compte, et c'est à partir de cette valeur-là qu'on va pouvoir calculer le montant des droits à acquitter, l'assiette de TVA, etc. Alors, c'est moi aussi là. Ah, Marc, je te laisse la parole. Alors, effectivement, pour la valeur en douane, il y a souvent quelque chose qui est effectivement un peu piégeux. Tu as commencé à en parler, Sylvie. C'est que le cas le plus simple, c'est quand il y a une valeur transactionnelle. Donc, c'est-à-dire, vous avez une valeur facture, vous payez bien un prix à votre fournisseur pour acheter un produit. Donc, vous avez bien une valeur transactionnelle. Il y a bien une transaction. Donc, tiens, Cyril, oui, pardon. Donc, cette valeur en douane, elle sert de base pour calculer effectivement la taxation au moment de l'arrivée des marchandises. Donc, la valeur en douane étant, selon ce qu'a dit Sylvie, valeur facture plus frais de transport et d'assurance jusqu'au premier point d'entrée dans l'UE. Donc, on va calculer les droits de douane. Oui. Les éventuels droits anti-dumping, on a parlé de ces fameux droits anti-dumping, c'est quand on a un HS code et un pays et que ce pays est visé par une mesure de l'Union européenne, on peut avoir des droits anti-dumping qui s'ajoutent. Et après, donc, on aura la TVA. Alors, on a précisé que la TVA était auto-liquidée pour ceux qui ont un identifiant fiscal, donc c'est-à-dire pour les sociétés qui sont constituées, qui ont bien un identifiant fiscal, elle est auto-liquidée. Elle n'est pas auto-liquidée, elle est payée à la douane si vous n'avez pas de numéro de TVA. Alors pour un certain cas d'auto-entrepreneurs ou de particuliers, elle continue à être payée à la douane au moment de l'importation. Donc on vous a repris l'exemple des garanties. Alors ça concerne majorité des RDE qui en bénéficient, les représentants en douane, mais certaines sociétés ont des garanties en propre. Donc, ça permet de suspendre le paiement des droits et taxes au moment de l'importation. Oui, donc tout ça, vous l'avez bien compris, il faut aussi bien échanger avec vos RDE parce que eux vont avoir des documents. Ils vont prendre en compte tout ce qui est sur les documents, mais c'est bien vous qui êtes en relation avec les acheteurs, avec les fournisseurs. Donc, vous devez de bien mettre et ficeler des contrats avec vos RDE, des informations que vous allez leur donner et pour leur permettre aussi d'aller dans le bon sens, je dirais, ça me vient à l'esprit là, Marc, juste derrière, parce que tout ça c'est important et le RDE, bien sûr, toutes ces informations-là, je ne vois pas très bien comment il peut faire correctement une déclaration en douane. Ouais, alors moi, je simplement, alors j'ai vu qu'il y avait une question qui est passée, mais qui est toujours une question qu'on nous pose très régulièrement. Nous, on parle toujours de valeur transactionnelle, parce qu'on dit c'est un cas courant, mais on a, moi, je l'ai rencontré dans mon expérience, le cas des dons, et on l'a eu pendant la période qu'on a connue de crise sanitaire, des dons de marchandises, c'est-à-dire des produits qui étaient offerts. Alors c'est des masques à l'époque, mais ce que je disais à l'époque et qui est valable pour tous les sujets où il n'y a pas de transaction, c'est que un don a une valeur en douane. Et effectivement, il n'y a pas eu de transaction, il n'y a pas de facture puisque c'est un don, mais ça a une valeur et c'est ce qu'on appelle les méthodes secondaires. On doit tout produit a une valeur. On doit lui trouver une valeur d'un produit correspondant. Il y a des méthodes de substitution qui sont à étudier dans le cas où il n'y a pas de transaction. Donc ça c'est un piège souvent, c'est de penser qu'on peut importer des produits, je sais pas, qui sont 10 en valeur, mais pour la douane, ces produits, si vous les recevez, ils ont une valeur qu'il s'agit de déterminer. J'ai un deuxième warning à mettre, c'est que on l'a repris, il y a des éléments qui peuvent être à ajouter dans la valeur en douane.
on a repris certains éléments qui sont simplement connus par une entreprise parce qu'elle signe elle-même des contrats avec ses fournisseurs. On peut penser par exemple aux commissions à la vente ou au coût des contenants emballage, au coût des apports, c'est-à-dire par exemple si un moule vous appartient et qui sert à fabriquer le produit que vous importez. Donc ça, c'est des éléments en général qui sont pas connus par celui qui va donner l'ordre à son RDE de faire le dédouanement. Alors que nous, c'est vraiment un discours qu'on tient et un discours qui nécessite une analyse poussée du schéma commercial d'une société. On indique à la société qu'elle doit faire attention à tous les éléments qui ne sont pas repris sur la facture, mais qui doivent être intégrés dans la valeur en douane. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. Merci Marc. Alors, aïe, je dirais, c'est compliqué tout ça. Je ne sais pas vraiment comment je dois m'y prendre, Marc. Est-ce que tu peux venir à mon secours? Alors, est-ce que je peux venir oui, évidemment. Alors, tout à l'heure, je précise à tout le monde que le petit bonhomme avec sa pelle, c'était pas moi qui tapait avec sa pelle. Voilà. Ouais, j'ai pas envie j'avais des lunettes. Je me suis dit peut-être que dans un moment de confusion, on a pu penser que. Alors nous, effectivement, on est Nathan et moi à Mission Action Économique et Entreprise, on est donc à la Direction Générale des Douanes, on est correspondant d'un certain nombre d'acteurs nationaux et on a tous nos services en région qui sont repris sous la casquette pôle d'action économique. On a des cellules conseils aux entreprises qui aident et qui accompagnent les projets qui démarrent, les projets en cours ou les projets qui s'étendent. Donc, on a effectivement cette possibilité de connaître cette réglementation qui est complexe, qui évolue. Là, on est en pleine évolution. On a une refonte complète des règles de douanières de l'Union européenne qui est en cours. Donc, on voit que tout ça évolue et il y a des spécialistes. Alors, nous, spécialistes, on va dire pour la Direction Générale des Douanes, mais vous avez des spécialistes ailleurs. Donc, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider. Nous, la douane est chargée d'appliquer ces réglementations. Nous, on explique ce qu'il y a derrière. Mais évidemment, on est tout un écosystème qui aide, qui accompagne et qui permet de se repérer dans ce paysage administratif et réglementaire. Alors, je te laisse continuer sur les documents absolument nécessaires. Je pense qu'on en a déjà. Ouais, alors effectivement, on a parlé de la valeur transactionnelle, la facture commerciale. Bah effectivement, voilà. Elle est obligatoirement fournie au moment du dédouanement. Donc on se base sur cette facture pour déterminer la valeur. Modulo ce qui est à ajouter ou à retrancher dans la valeur en douane. La facture pro forma, effectivement, quand il n'y a pas de vente et qu'il y a recours à une méthode de substitution, elle est utile. Il y a d'autres documents qui sont importants. On parle de documents de transport, les écolisages, pour savoir ce que vous importez, ce qui est repris dans le dédouanement. Quand il y a activation, on a parlé d'un accord commercial, on a parlé d'origine non préférentielle. Si on sollicite une origine préférentielle au-delà de 6 000 €, on doit avoir un document attestant de cette origine préférentielle. On a le cas classique des UR1. Maintenant, on fonctionne de plus en plus avec des statuts REX, avec des attestations d'origine. Donc, tout ça, ce sont en tout cas des documents à détenir qui indiquent que votre fournisseur a bien certifié l'origine préférentielle du produit. Et puis après, on a les autres documentations. On n'a pas parlé, mais c'est un sujet aussi important, c'est que la réglementation qui s'applique au moment de l'importation, ça peut nécessiter une documentation. On prend l'exemple des normes. Tout à l'heure, tu as parlé de Père Noël lumineux. On a des normes CE qui sont dessus. Tout ce qui est matériel électrique, ça fait partie des produits qui sont soumis à normes. Donc là, quand on importe, on est repris comme importateur du produit. Donc celui responsable de la mise sur le marché, on doit détenir les documents attestant du marquage CE de son produit. Donc ça, par exemple les rapports d'essai, les déclarations de conformité utiles au moment où le produit est importé, mis à la consommation. Donc voilà les documents qui sont à détenir. Tout ça dépend effectivement de plusieurs choses. Alors on a parlé du rôle clé du HS Code. Et donc il faut savoir dans quel environnement réglementaire on se situe
aussi bien pour la taxation que pour les réglementations au moment de l'import. J'ai vu passer tout à l'heure une question sur le règlement de déforestation. Le caoutchouc, oui, est dans le règlement de déforestation. Donc tout ça est bien lié au HS Code. Donc cette lecture-là, on l'a à travers justement l'étude de ce qu'on va importer ou exporter comme produit. Et je rajouterais même qu'on n'y pense pas tout le temps, mais justement par rapport à des documents comme documents sanitaires, etc., on a des marchandises aussi qui doivent passer par certains ports pour pouvoir continuer leur route. Et en amont, tout ça s'étudie parce que on peut pas mettre tout ce qu'on veut dans un même conteneur, par exemple. Et c'est pas en pleine mer qu'on se dit mince, j'avais ça, je dois passer par tel port, qu'est-ce que je fais Vous voyez, ça va même plus loin. Il y a tout ça, l'application, les préférences, les documents, la mise aux normes, parce que forcément, on perd du temps, on perd de l'argent parce que il y a de la marchandise qui est en tract, etc. Ça, c'est le cas le plus courant. Il y a notre image de marque. Faut pas oublier qu'on a mis l'opérateur économique agréé en statut, et donc ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une confiance qui nous est donnée, c'est qu'on a mis à plat toutes nos organisations, toutes nos études, et des choses comme ça sur une erreur d'origine, une erreur de classement, une erreur sur la valeur en douane peut venir impacter ce statut qui maintenant commence à bien montrer les avantages concernés par ce statut. Sur cette slide, on vous a repris des thématiques sur lesquelles des réglementations qui sont sectorielles s'appliquent au moment du passage frontière des produits. Protection du consommateur, c'est une thématique phare dans la mesure où beaucoup de produits qui sont mis sur le marché doivent avoir un marquage CE. On en a pris d'autres. On a pris évidemment les prohibitions. Si on importe des armes, il faut une licence de matériel de guerre, mais bon, on va dire que c'est un cas très particulier. Protection de l'environnement, c'est une réglementation qui devient de plus en plus importante sur les espèces protégées, évidemment, mais maintenant sur les réglementations vertes de l'UE, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui nécessite un reporting de la part des sociétés, le règlement de déforestation dont l'entrée en vigueur a été retardée d'1 an, mais qui va conduire les entreprises à vérifier les conditions de fabrication de leurs produits, de faire preuve de diligence raisonnée. Donc, on voit que tout ça évolue. La douane est le point d'entrée de l'application on a compté 350 réglementations au moment de l'importation. Alors, elles ne s'appliquent pas tout en même temps, mais elles s'appliquent selon le produit. Et on revient toujours à ce qu'on a dit au début, le produit étant lui-même défini par son HS code. Alors, on a mis volontairement cette petite slide aussi, merci Hélène, sur l'archivage. Parce qu'effectivement, on pense, on a importé, on a dédouané, on a tout appliqué, on est tranquille et puis tout va bien. Eh bien non, il faut savoir qu'on a aussi des contrôles qui peuvent durer donc 5 ans, plus l'année en cours. Et si vous avez d'ailleurs eu un contrôle, ce contrôle, il est reporté aussi pour quelques années. Donc l'archivage, faites attention. Ayez un process en interne de vos dossiers archivés. Quand maintenant, avec toutes les données qui vont être dans le Delta IE, on devrait pouvoir retrouver pas mal d'éléments. Mais quand même, chez les chargeurs, c'est lui qui détient les fournisseurs, qui détient la fabrication des produits, etc. Donc, archivez bien, gardez bien tous vos documents, il y a un process en interne pour pouvoir les retrouver, parce que c'est drôlement important. Et n'oubliez pas que parfois, on a des acheteurs qui partent de la société et du coup, on ne sait pas trop. Voilà. Tout ça, ça demande une vigilance énorme de vos dossiers au niveau de l'archivage. Ouais, sur l'archivage, peut-être juste avant de parler de nos cellules conseils aux entreprises, Sylvie a raison. Et souvent, les déclarations en douane étant faites dans la plupart des cas par un RDE, les sociétés peuvent, en tout cas, n'ont pas le réflexe d'archiver les déclarations alors elles les engagent vis-à-vis de la douane. Donc vous êtes importateur ou exportateur vis-à-vis de la douane, quand bien même la déclaration a été faite par un RDE. Donc récupérez bien vos déclarations et archivez-les. Merci Marc. La douane vous accompagne, j'en ai parlé tout à l'heure brièvement, mais les pôles d'action économique, cellules conseil d'entreprise, c'est vraiment les services mis en place par la douane pour justement décrypter tout ce dont on a parlé, tous ces sujets d'espèces, origine, valeur, étudier le business model d'une société, les projets,
donc essayer de comprendre les règles douanières qui s'appliquent à son cas personnel. Donc, c'est vraiment des entretiens personnalisés. Elles sont disponibles, les coordonnées sont sur douane.gouv. Il y a environ 62 de nos collègues qui sont dans les cellules conseil, donc qui sont vraiment spécialistes, que vous pouvez contacter. Et on a aussi mis en avant, mais cette fois à l'exportation, notre réseau d'attachés douaniers qui accompagne des sociétés aussi sur des problématiques douanières dans des pays de vente. Je pense par exemple à la Chine, qui est très actif, qui accompagne des sociétés qui ont osé l'export vers ce pays, qui couvre aussi le Japon. Donc on a ce réseau intégré qui permet d'avoir une lecture, on va dire de A à Z lorsqu'on vend un produit, pour comprendre les règles douanières et en tout cas pour lever les obstacles à l'arrivée des produits dans les pays. Ok, merci beaucoup Marc et Sylvie. Alors c'est le moment fatidique des questions et on en a pas mal des questions, donc on va revenir un petit peu en arrière dans le chat. Alors, vas-y, remonte. Donc déjà, on a une question de Réjeanne qui qui demande la différence entre la valeur CAF et la valeur CIF. La valeur CIF, on a l'assurance qui est comprise dedans. Donc maintenant, effectivement, on dit la valeur CIF, mais pour la valeur en douane, il faut bien prendre, effectivement, dès que la marchandise arrive au premier point de l'UE, en fonction de l'incoterm, et bien décortiquer. Donc, je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus, mais comme dans la valeur CIF, on a l'assurance, on ne rajoutera plus l'assurance. Et pareil, on aura le transport également. Donc, on aura la valeur transactionnelle, on aura le transport qui sera inclus dedans, on aura l'assurance qui sera compris dedans. Donc là, après, à voir effectivement les éléments de l'article 71 et 72 à retrancher ou à ajouter. Ok. Une question de Frédéric. Devons-nous intégrer les frais intérieurs, appelés également frais locaux, ou frais de manutention portuaire à l'import? Là, il faut reprendre chaque incoterm, je dirais à chaque fois, pour regarder ce qu'il y a dedans et voir par rapport aux articles de la valeur en douane ce qu'on doit y ajouter ou y retrancher. Je ne sais pas si Marc, tu as des choses éventuellement à rajouter. Ouais, je suis en train de regarder. Donc sur le site douane.gouv, vous avez bien une page incoterm 2020 avec ce qui est ajouté selon le cas de figure, le type de transport. Il faut regarder, mais effectivement. Selon Incoterm, on a des frais. On a des frais de déchargement qui sont inclus ou pas. Donc ça, regardez au cas par cas. Voilà. Alors, j'ai une question que tu as bien aimée, Sylvie, parce qu'à chaque fois, tu nous rabâches l'Incoterm plus le lieu, sinon ça sert à rien. Ça, à chaque Laurence qui demande si l'Incoterm est renseigné sans le lieu, quelles règles s'appliquent? Pour moi, et Marc, tu me diras si je me trompe, pour moi, il n'y a pas de règle, parce que s'il n'y a pas d'Incoterm, je ne peux pas aller plus loin dans ma déclaration en douane. Moi, j'avais toujours l'exemple d'un acheteur à l'époque qui m'avait fait du FOB Villeneuve-d'Ascq. FOB Villeneuve-d'Ascq et FOB Shanghai, le transport, le coût de transport, il est pas pareil. Donc, je le prends tout le temps. Il faut absolument demander donc l'Incoterm, mais derrière, suivi du lieu, parce que là on peut se faire avoir sur justement la notion du coût de transport. Ok, merci Sylvie. On a une autre question. Si pas de valeur transactionnelle, pas de vente, comment je calcule ma valeur en douane, par exemple sur le flux MRO? Si j'ai pas de valeur de marchandise, pas de valeur transactionnelle, alors là je demande un secours à Marc, je sais pas. Il y a toujours la règle il y a toujours la méthode du dernier recours, mais il y a forcément une valeur, il y a forcément le coût des matières qui constitue le produit. Enfin, on arrive forcément à trouver une méthode pour déterminer cette valeur. Alors, peut-être que je l'ai pas dit. Mais c'est de la même façon qu'on peut sécuriser l'espèce et l'origine en RTC, RCO dans les deux cas. On aura bientôt ce qu'on appelle un avis sur la valeur en douane. Donc, en partir de 2027, on pourra demander à l'administration
Et on peut déjà demander un avis sur la valeur. Hein. Ça existe déjà, un avis sur la valeur en douane, ça existe. On aura simplement un renseignement contraignant sur la valeur à partir de 2027. Ok. Donc on a méthode comparative, on compare un autre produit, méthode déductive, c'est par rapport à des produits identiques qui sont vendus dans l'Union européenne, méthode de la valeur calculée à partir du coût des matières premières, et la méthode du dernier recours, c'est la méthode vraiment quand on n'arrive pas à trouver avec toutes ces méthodes précédentes, c'est une discussion avec l'administration pour trouver comment établir la valeur de son produit. Alors, on voit une question de Réjeanne, là, c'est la valeur de la marchandise au premier point de l'UE. Oui, je pense on a assez appuyé là depuis le début sur ce webinaire. Oui, la valeur de la marchandise, c'est bien au premier point de l'UE qu'on apprend. Il me reste 3-4 petites minutes. On a Christelle qui nous demande si on a des contrats. Quid de la valeur en douane pour les échantillons qui accompagneraient la marchandise importée? Julie en dessous répond que pour les marchandises sans valeur commerciale, se référer aux méthodes secondaires, article 74 du CDU, ou demander conseil à son RDE. Est-ce que vous confirmez? Oui. Magnifique. Autre question, Marion, comment déclarer l'importation de biens immatériels, par exemple des logiciels qui sont téléchargeables, des codes de déblocage de modems, programmation, etc. Peu d'informations publiées à ce sujet pour les opérateurs économiques. S'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de franchissement de frontières, donc il n'y a pas de déclaration en douane. C'est ce qui circule. On en a eu le cas hier avec Nathan d'ailleurs. Si on a effectivement un produit avec un logiciel, ce sujet-là, il est toujours compliqué par rapport à la valeur, parce que par exemple, on a un produit qui vaut pas grand-chose, mais qui, si on ajoute le logiciel à une valeur importante, c'est à ce moment-là qu'on se posera la question de la valeur en douane. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de circulation de produits, il n'y a pas de transaction et de passage en douane physique de la marchandise. Après, c'est des questions qui sont fiscales. Ok, merci. Et dernière question, toujours de pas dernière question. Encore une question de Marion qui demande: est-ce qu'un certificat de fournisseur est considéré comme un service ou comme un document papier avec un code douane de la classe des documents commerciaux, comme un catalogue par exemple? Un certificat de fournisseur? Un certificat, enfin, il faudrait un peu plus d'informations là, Marion, éventuellement. Oui, un type certificat de conformité, par exemple, payant. Oui. Donc, est-ce qu'on considère ceci comme un service, une prestation, ou bien est-ce qu'on va dire c'est plutôt du document matériel et donc il est régi par HS code bien matériel. Voilà, il y a des petits cas un petit peu entre deux où on se dit voilà, c'est une prestation de service de la part d'un fournisseur ou bien vraiment du bien matériel, mais voilà, je n'ai pas trouvé ma vie dans la catégorie de classification de documents type catalogue. Voilà. Alors, je sais pas, ça, on va peut-être pouvoir l'apprendre et y répondre un peu, parce que c'est vrai que c'est à étudier comme ça à froid, c'est pas évident, et il y a des sujets qui courent encore, justement, comme tout ce qui est contrôle qualité, etc. Est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on ne prend plus c'est des sujets qui demandent quand même un petit peu à être enrichis, j'avoue. Donc, je pense qu'on prendra la question et on reviendra dessus. Merci beaucoup. On reviendra vers vous, Marion. Il nous reste 2 minutes parce qu'après, on enchaîne sur un autre webinaire. On va reprendre 2 dernières questions et puis après, on répondra à toutes les questions sur le support. Alors, une question de David. Bonjour, certains pays comme la Chine nous ont déjà prévenu que pour la déforestation, le parti interdisait de dire où était prélevé le bois. Donc, nous allons devons-nous arrêter de travailler avec la Chine? Parce qu'ils vont devoir arrêter de travailler avec la Chine. Ça, c'est une colle. Effectivement, je pense que tout le monde est en train d'appréhender cette réglementation. Alors, je rappelle que c'est encore que c'est pas encore entré en vigueur. Donc toutes ces questions, c'est un des sujets, on va dire, ça va être c'est les sujets de nos interventions à venir.
là, effectivement, pour le moment, c'est un peu prématuré pour y répondre. Et tout ça fera l'objet à la fois de communication de notre part et puis aussi d'expertise à venir sur un sujet majeur qui va s'appliquer aux entreprises. Alors, je rappelle qu'il y a quand même une période de transition qui va aussi vous permettre de vous préparer. Alors, je vois qu'il y a aussi une question sur le délai de contrôle. Alors, effectivement, en reprenant le support, on a mis 5 ans, mais comme on a eu aussi pour les RTC, les ROC 3 ans, je confirme, et je pense que Marc ou Nathan plutôt peut-être, je sais pas, même Marc, il me semble que c'est 3 ans, il en est en cours, c'était 5 ans auparavant. Et je crois tu parles des contrôles, ce qu'on appelle les contrôles posteriori. Ouais, les contrôles ex post. Oui, ouais. Effectivement. Donc là-dessus, ce qui est important de noter sur ces contrôles ex post, c'est que c'est souvent quelque chose qui fait l'objet, en tout cas, de l'interrogation de nos services. Ma marchandise, je l'ai emportée 10 fois et il n'y a jamais eu de problème. Et puis j'ai un contrôle ex post. Voilà, c'est fait partie des contrôles à la douane. Il y a les contrôles au moment du dédouanement et il y a les contrôles ex post en enquête qui peuvent reprendre 3 ans d'opération plus l'année en cours. Donc c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur la sécurisation des éléments, se poser la question très tôt pour savoir ce qui est repris par son déclarant sur sa déclaration en douane. C'est fondamental. Merci Lydie pour avoir recomplété clairement. Salut Lydie. J'ai salué Lydie d'ailleurs à ce sujet. Bonjour. Merci Lydie. Bonjour Lydie. On vous suit avec Listélie du Havre. Super, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Bon, merci à tous. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Malheureusement, on est pris par le temps. Mais on va de toute façon y répondre sur le support qu'on vous enverra, donc de manière détaillée. Donc ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Tu voulais faire une dernière question ? Oui, parce que je pense que ça c'est important. Si l'origine de la marchandise n'est pas indiquée par le fournisseur, que faire pour la déterminer ? Il faut que vous exigiez l'origine de la marchandise. Et c'est pas parce qu'elle est indiquée sur la facture qu'il faut la prendre pour argent comptant. Par expérience, moi, une fois que j'avais classé le produit, je regardais quand même les impacts, les droits de douane, les droits anti-dumping, tout ce qu'il y a derrière. Et du coup, ça demande quand même beaucoup plus de vigilance. Donc, c'est bien à vous, importateur, à aller demander est-ce qu'il y a des matières qui viennent de pays tiers? Est-ce que tout est fabriqué dans le même pays? Dans quel accord je vais me diriger pour pouvoir appliquer la règle d'origine? Et vous maintenez votre position parce que en finalité, je pense pas me tromper, Marc reviendra vers vous pour dire non, là c'est pas bon, il y a plein d'impacts derrière. Donc exigez-la et contrôlez-la. Anticiper, contrôler et bon, moi j'ai toujours procédé comme ça. C'est le conseil que je vous donne. Voilà. Merci Sylvie, merci beaucoup Marc, merci à tous. Vous avez été un peu plus de 200 à participer quand même merci. À notre webinaire. Donc je le répète, toutes les questions seront traitées et on y répondra sur le support qu'on vous enverra juste, à mon avis, demain. Par mail. En tout cas, merci encore pour votre participation et n'hésitez pas, il y a encore plein d'autres thématiques tout au long de la journée et demain. Donc, restez bien à l'affût de votre espace participant pour accéder aux autres lives. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.